Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Comme chaque jour, c'est un plaisir de vous retrouver pour votre émission en direct sur 8 Mont-Blanc. Votre rendez-vous quotidien, c'est Accès Direct. Et au sommaire, ce soir, nous allons parler politique avec des représentants de 100% Savoie qui nous feront le plaisir d'être avec nous sur ce plateau. Sans oublier, comme chaque mois, Sophie Sesma qui viendra nous parler de ses curiosités d'hier. Et bien sûr, comme chaque semaine, nous accueillerons Camille Copin pour les programmes que vous seriez susceptibles de manquer dans les prochaines semaines. Vous n'aurez plus d'excuses. Bienvenue dans cette émission. D'ailleurs, n'hésitez pas à réagir, à commenter grâce au Facebook, au hashtag Accès Direct. Et comme tous les soirs, je commence avec les titres qui vont être développés d'ici quelques minutes avec Kimberly Trivio. Bonsoir Kim. Salut Manu. Et ce soir, avec toi, on va parler d'un stage un peu particulier. Et oui, en fait, comme chaque année, l'équipe de France de ski participe à un stage d'immersion. Donc cette année, c'est en Isère, dans la 7e BCA, donc bataillon des chasseurs alpins. Et on voit quelques images que tu as pu faire cette semaine. Ouais, ils étaient toute la semaine, on y reviendra d'ici quelques minutes. Et ensuite, un sujet de Sébastien qui sera à l'honneur ce soir. Tout à fait. Donc en fait, là, ça concerne des bus électriques et des bus qui roulent, enfin un bus électrique et un bus qui roule au gaz naturel. Donc en fait, pendant un mois, la commune de Chambéry, avec 30 élèves de Savoie, a expérimenté la navette de Chambéry à Navalaise. Et bien ça, c'est dans une demi-heure dans le JT à 18h30. Ne manquez pas cette édition. Je te garde pendant la revue de presse. On va commencer tout de suite avec une news qui va faire plaisir à beaucoup de monde en Savoie-Mont-Blanc. On va parler de l'ouverture de la pêche. Et oui, en fait, bonne nouvelle pour les amateurs de pêche, parce qu'à partir de demain, donc les lacs de Savoie, qui sont situés à 1000 mètres au-dessus de 1000 mètres d'altitude au-dessus, vont ouvrir à la pêche. Donc c'est un événement qui est attendu par une centaine de pêcheurs. Donc, par contre, il faut savoir que une majorité de grands lacs vont être fermés à cause des conditions climatiques de cet hiver. Comme on sait, il y a eu beaucoup de neige. Donc du coup, il y a encore des amas de neige qui sont présents. Et il y a de fortes chances aussi qu'il y ait des avalanches de printemps. Donc du coup, il faut faire attention aux personnes qui vont y aller. Et les pêcheurs vont devoir aussi s'adapter parce qu'en fait, certains poissons ne sont pas présents. Ou alors très peu parce que l'eau est encore très froide. Ah ben, j'espère qu'il y aura un reportage à cette occasion parce que l'ouverture de la pêche, c'est toujours un grand moment. Ça, on est tous d'accord. Et puis ensuite, un selfie à l'honneur aujourd'hui. Dis-moi plus. Oui, en fait, c'est la mère de Fénerne, c'est ça. Qui était à l'Élysée hier, donc pour représenter le pont du Biol, aussi connu sur le pont d'Évian. Qui en fait c'est l'un des 250 monuments qui va être restauré pour justement pour le projet de réhabilitation qui a été lancé par Stéphane Bern. Et pour marquer le coup, en fait, cette dame qui s'appelle Patricia van der Brecht a marqué l'occasion. Elle a fait un petit selfie avec Stéphane Bern. Donc il n'y a pas que... Même les people font des selfies, et même les politiques. Eh ben super, et c'est nos amis du Messager qui mettent ça à l'honneur. Et toi, du coup, Macron se justifie. Oui, tu sais, hier, on était en mode à la chasse, à la poursuite de Gérard Collomb à Chamonix puis à Annecy. Il s'en est fallu d'un cheveu qu'on passe en mode chasse au président. En effet, Emmanuel Macron était, lui, hier à Ferney-Voltaire. Alors, pour 8 Mont-Blanc, c'est Jean-Paul Crespi qui s'est rendu sur la visite présidentielle. On l'a vu hier soir au JT avec quelques images. Mais ce qui m'a fait rire, c'est un article de nos confrères de Europe 1 qui explique que le président Macron a profité de l'inauguration du château de Voltaire pour s'expliquer et se justifier par rapport au nombre de ses déplacements dans les contrées lointaines. Alors USA, Australie, Nouvelle-Calédonie, plein de destinations lointaines sûres, mais les gars, s'il vous plaît, je sais que quand on vient de Paris, l'Ain peut être considéré comme le bout du monde, mais ça reste quand même un département français et je trouve ça un petit peu limite de se justifier sur des déplacements lointains finalement quand on vient au cœur de France. Enfin voilà, c'était l'Ain, on est avec vous les mecs de l'Ain. Et une liberté retrouvée après 40 ans d'emprisonnement. Oui, une pensée pour le plus ancien prisonnier de France, Michel Cardon, qui a été donc libéré ce vendredi matin après 40 ans, 7 mois et 5 jours d'incarcération. Le comité pluridisciplinaire des mesures de sûreté de Lille, où l'homme était enfermé, a avoué tout simplement avoir oublié l'homme en prison. C'est
s'étonnant qu'aucun projet d'exécution de peine n'ait été remarqué. Depuis 20 ans, il aurait pu réclamer une libération conditionnelle, ça n'a pas été le cas. Et aujourd'hui, donc, son avocat a confié, il a besoin de respirer, il a soif de nature après tant d'années passées en prison. Il ne reste plus qu'à espérer que Michel Cardon puisse se réintégrer dans la société au mieux. Ça a pas mal changé depuis 40 ans. Juste pour rappel, 77, l'année où il a été emprisonné, c'était l'année de sortie du tout premier Star Wars. Donc ouais, ça fait un peu réfléchir. Je pense qu'il a pas mal à rattraper. Merci beaucoup Kim, on se retrouve en fin d'édition pour le rappel des titres. Je te laisse te finir te préparer et j'accueille tout de suite nos invités du jour. Messieurs, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Thierry Tissot-Dupont, Lionel Falsi, du mouvement 100% Savoie. Alors, on le rappelle, un mouvement qui notamment avait fait pas mal parler de lui aux législatives de 2017 avec 8%. C'était dans la 5e circo de Haute-Savoie. Donc, pour rappel, c'est Thonon, Évian, Le Chablais en général. Aujourd'hui, vous reprenez les armes, si on peut dire, avec une série de réunions publiques, d'invitations à la presse, à ce que j'ai compris. C'était notamment ces derniers jours du côté d'Annecy. Alors, et ce soir, excusez-nous, du côté de Thonon, puisqu'à Sciez, nous avons une intervention de Daniel Magnin, maire de Maxilly, notre candidat à la législative de 2017. Dites-moi plus justement, alors qu'est-ce qui se passe avec 100% Savoie? On en est où concrètement aujourd'hui? Concrètement, d'abord, nous n'avons pas déposé les armes. Nous avons continué un combat qu'on essaie de mener par une réflexion pour arriver à bouger le monde, à bouger ce monde d'institutions qui aujourd'hui n'offre plus à nos concitoyens, et notamment aux habitants de la Savoie, l'avenir auquel ils peuvent légitimement prétendre. Nous considérons que les institutions sont bouclées, que les problèmes sont mal posés, et que 100% Savoie, c'est le mouvement politique Trublion, c'est le mouvement politique révolutionnaire au sens du terme, de changer les choses. C'est le mouvement qui veut offrir aux habitants de la Savoie une autre perspective d'avenir pour eux et nos enfants. On est bien d'accord, quand vous parlez de la Savoie, c'est la Savoie avec un grand S. Nous, on l'appelle Sud-Nord, mais la Grande Savoie avec un grand S, c'est superbe comme vous le dites. Alors concrètement, aujourd'hui, est-ce qu'il y a des différentes actions qui sont menées justement pour faire entendre votre voix, pour essayer d'aller plus loin dans ce débat avec les politiques ? Alors notamment, oui, une série d'interpellations au niveau des politiques locaux qui ont tous reçu une lettre d'invitation à s'intéresser au statut spécifique pour la Savoie. Nous sommes dans l'attente de réponses et d'actions qui ont commencé, mais qui ont vite avorté à une certaine époque. Alors nous espérons effectivement relancer ce débat d'une manière très forte et évidente. Vous parlez d'un statut spécifique, mais quel est-il ? Alors un statut qui serait celui qu'on pourrait situer par exemple à l'équivalent de celui de la Corse et qui nous permettrait une certaine autonomie et une certaine capacité à gérer notre propre destinée locale. Alors qu'est-ce qu'on a à gagner finalement à être indépendant, à être souverain, si vous me le permettez ? Alors ce n'est pas ni souverain ni indépendant, je laisse la parole. Merci. On parle nous, d'émancipation, si vous le permettez. L'émancipation, c'est redonner une cap... Comme un enfant. Un enfant, quand il a 18 ans, il s'émancipe. S'émanciper, ça ne veut pas dire rompre avec sa famille, j'espère tout au moins. Ça veut dire tout simplement avoir la capacité économique de gagner sa vie, la capacité juridique de prendre ses décisions familiales et personnelles, et des capacités politiques d'aller voter. Donc on veut une Savoie émancipée, c'est-à-dire qu'on laisserait simplement à l'État français, je vais répondre à votre question, à l'État français, qu'on considère comme trop centralisateur, trop jacobin, les fonctions régaliennes que vous connaissez, justice, armée, etc., pour reprendre l'ensemble des autres fonctions. C'est-à-dire y compris la fiscalité locale, y compris les décisions locales sur l'éducation, l'environnement, etc. Notre combat, il se situe à ramenons chez nous des prérogatives qu'on a aujourd'hui abandonnées, qui auraient pu fonctionner, mais ça ne fonctionne pas avec un système politique qui date d'il y a 2 siècles. Le centralisme, c'est quand même la période napoléonienne. C'est aujourd'hui totalement craché par rapport à l'évolution technologique du monde. Vous avez des télés dans des conditions extrêmement modernes aujourd'hui. On a l'impression que les institutions politiques, elles sont encore d'il y a 2 siècles. Elles sont au moins de 1958. Et pour les jeunes, 1958, c'était l'autre millénaire, quelque part. Donc on veut reprendre tout ça. On veut reprendre pour ça pour que des expériences qui ont existé ailleurs, tu citais en effet la Corse, qu'on cite la Catalogne, on peut citer d'autres nations, les Länder allemands, les cantons de nos voisins suisses, qui aujourd'hui ont des prérogatives propres. Chaque canton a sa fiscalité, chaque canton décide de son éducation, de son environnement, de l'économie, des rapports sociaux. On veut qu'on fonctionne comme ça parce que ce sera rapide, parce que ça sera efficace et qu'il faut arrêter de penser que Paris va tout résoudre. Je crois qu'il faut avoir confiance dans les gens et que les gens vont prendre des bonnes décisions localement. Donc nous ne sommes pas un parti politique au sens de « on veut un pouvoir ». Nous sommes un parti qui veut modifier les institutions pour que vous puissiez avoir le pouvoir. Alors concrètement, aujourd'hui, les problèmes que vous dénotez, ils sont présents dans la France entière. Qu'est-ce qui vous fait
croire, entre guillemets, que la Savoie, la Haute-Savoie et la Savoie ont les moyens, plus que d'autres départements, de pouvoir s'affranchir de ce pouvoir parisien. Je vais laisser Lionel répondre sur la partie histoire et géographie et positionnement. Oui. Et moi, je vous répondrai sur une partie. Je crois que vous en êtes la meilleure preuve. Le fait qu'il existe une télé locale. Il n'existe pas des télés locales partout. C'est parti quand même. Ah oui, mais c'est quand même assez exceptionnel. Et puis, 8 Mont-Blanc était précurseur à une époque. Ça, je ne peux pas vous l'enlever. Donc, c'est bien une signification qui est une identité qui est forte dans ce pays. Cette identité qui est forte, elle demande à ressurgir, elle demande à exister. C'est un souhait qui est légitime. Et si vous comparez nos voisins les plus proches avec le Val d'Aoste, ceux avec lesquels ils ont formé le même pays, ils ont une autonomie, et notamment un gouvernement qui a grande capacité, qui a des capacités législatives à l'intérieur de l'Italie. Alors pourquoi ces dispositions ne s'appliqueraient pas à la Savoie? C'est un non-sens, qu'elles n'existent pas. On parle toujours de l'annexion de la Savoie il y a 60 ans aujourd'hui. Nous sommes à partir d'avenir, un mouvement d'avenir. Je veux dire, le passé, c'est ce qui fonde l'identité, comme vient de dire Lionel. On a une identité, nos arrière-grands-parents, pour ceux qui sont nés là. Mais on ne s'adresse pas à ceux qui sont nés là. On s'adresse à ceux qui sont nés là, à ceux qui arrivent là. 10 000 personnes nous rejoignent chaque année. À ceux qui sont partis mais qui vont revenir et qui ont une forte attache avec la Savoie. Donc l'histoire, c'est une chose. C'est le fondement de l'identité, qui d'ailleurs aujourd'hui est totalement écrasé par un système qui fait que nos enfants n'apprennent pas à l'école l'histoire de l'endroit où ils vivent. Ne serait-ce que ça. Mais l'histoire, c'est pas le tout. Il y a la géographie, la proximité, en effet, d'un Val d'Ost qui est autonome, de cantons suisses qui fonctionnent. Donc cette proximité, on a aujourd'hui une rupture complète. Traiter aujourd'hui avec le Val d'Ost, ça suppose traiter par Paris. Négocier avec les cantons suisses, vous le voyez en matière fiscale, nos conseils généraux, nos conseils départementaux n'ont plus la possibilité de fixer en direct. C'est Paris qui met la règle du jeu. Et si Paris dit un jour, je prends l'argent que les cantons vont vous verser, mais ils le prendront. Donc, on voit qu'il faut redonner un point de vue géographique, historique. C'est une base. Mais c'est pas ça, là, pour répondre à votre question. Nous, on pense qu'il y a un fondement qui fait qu'on peut fonctionner mieux, c'est d'arrêter la théorie du conflit. Alors la France, le système français, monsieur, en quelques instants, fonctionne sur la théorie du conflit, à notre analyse. 3 ans qu'on travaille dessus, c'est-à-dire qu'on fait affronter des individus ou des groupes. Vous en êtes le reflet dans vos journaux télévisés de tout ce qui se passe ailleurs, où on fait Notre-Dame-des-Landes, les gentils, les méchants, les patrons, les salariés, les SNCF, les usagers. On est à la théorie du conflit. Et pourquoi il y a des conflits? Parce que ça permet l'État de justifier sa présence. L'État, c'est l'arbitre fondamental du conflit. Et aujourd'hui, justement, l'État, il vous écoute? Est-ce que vous avez un sentiment de justement pouvoir parler Si vous avez le pouvoir, vous pensez que vous le lâchez comme ça? Allez, je vous pose cette question. Moi, je ne le pense pas. J'aborderais aussi dans le sens, pourquoi ne pas faire aussi confiance aux institutions? Les institutions, elles ne sont pas si mal faites que ça. C'est pas celles que vous mettez en cause, justement? On les met en cause, mais elles sont aptes à se réformer, parce qu'en elles-mêmes, il y a des ouvertures qui sont possibles. Regardez les ouvertures, la Polynésie, le statut spécifique, cette Corse qui a évolué terriblement, qui aurait pu dire... Donc pourquoi ne pas faire confiance aux institutions? Notre but, je vais vous le dire, c'est que dans 5 ans, on soit une question présidentielle. La prochaine question présidentielle, c'est l'autonomie de certaines régions. Et nous en ferons partie. Et nous ferons tout pour y arriver. Et cette problématique, elle est constante et nous sommes en passe d'y arriver. Quand je vois les résultats, vous les avez rappelés tout à l'heure, ça veut dire qu'on a une population qui aspire à cette autonomie, ou plutôt à cette émancipation, c'est le terme exact. Donc je pense qu'il y a un avenir réel. Dernière petite question, pour ceux qui justement veulent se renseigner davantage, qui veulent avoir pas mal d'informations, on le disait en début d'interview, il y a des rendez-vous qui sont prévus? Il y a des rendez-vous, on les invite à revoir en boucle votre émission. Déjà, en replay, sur le site. 5 ou 6 fois pour que les idées rentrent bien. Non, bien évidemment, on est en train de commencer cette série de réunions. Donc la première ce soir à 19h, donc certains peuvent encore rejoindre. S'ils ont vu, après votre journal télévisé, auront peut-être envie d'aller assis à la salle des oiseaux, voir Daniel Magnin, et une vraie conférence débat, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas avec des idées. On va dire aux gens, aujourd'hui Chablais, on a un problème de désenclavement. Est-ce que les enclavements passent par une autoroute? Est-ce qu'elles passent par une autoroute payante? Voilà, les questions sont simples et basiques. Et puis, on vous dit que la solution, s'il y en a, qui se dégage de ces gens-là, vous ne pourrez sans doute pas la mettre en œuvre parce que quelqu'un va décider à votre place. Donc l'émancipation, ça sera le moyen de vous rendre la possibilité de décider. 19h ce soir. Et pour les autres, on se fera un plaisir de vous les signaler si vous le permettez. Eh ben, super. Merci de votre accueil. Merci à vous, en tout cas, d'avoir été avec nous sur ce plateau. Messieurs, je vous laisse repartir direction la régie, juste pour inviter notre Sophie Sesma nationale et sa rubrique Curiosité d'hier. Salut Sophie. Salut Manu. Comment vas-tu? Très bien, je suis chargée, ça pèse lourd. Et je vois ça, tu viens avec encore plein de cadeaux. Et avec toi, tu vas nous dire encore plein d'histoires, je suis sûr, rocambolesques sur les objets de notre quotidien. Aujourd'hui, on va découvrir 3 objets
du quotidien, mais vraiment, c'est des objets qu'on connaît tous. Et je vais vous en raconter l'histoire. C'est des objets qui ne sont pas forcément savoyards, mais qu'on a tous côtoyés au moins une fois dans sa vie. Le premier objet, il est lié à un saint qui s'appelle Saint Médard, qu'on va fêter le 8 juin. Et en fait, Saint Médard, c'est un saint météorologue qui va nous annoncer la pluie. S'il pleut à la Saint Médard, on sait qu'il va pleuvoir les 40 prochains jours, ou tout du moins, au moins 40 jours après. Et autrefois, les paysans et les bergers redoutaient la Saint Médard parce que, en cette période de l'année, c'est le début des fenaisons. On va commencer à couper les premiers foins et puis les fruits sont en train de se terminer. Donc s'il commence à y avoir des grosses grêles, de la pluie ou des grosses intempéries, en fait les récoltes sont en péril. Et donc nos ancêtres avaient l'habitude, avant que la météo ne passe tous les soirs à la télé, d'interpréter les nuages, de regarder le ciel longuement, et donc en fonction du ciel, des nuages, de ce qu'ils voyaient et du calendrier, ils avaient un petit peu l'idée de ce qui allait se passer dans les prochains jours en termes de météo. Juste pour moi, la Saint-Médard, c'est en ce moment? C'est le 8. C'est le 8. C'est le 8. Alors là, 8 juin. Saint-Médard, franchement, ça porte la poisse parce que ça amène des quantités d'eau pas possibles et ça noie les cultures et ça abîme les fruits. Il existe 2 saints qui sont contre la Saint-Médard. On a Saint-Gervais et Saint-Barthélemy. Non, pas Saint-Barthélemy, bon, l'autre. Ça, c'est les protestants, ça. Ouais, c'est ça. Et du coup, ces 2 saints-là vont donner une opposition à Saint-Médard. C'est-à-dire que s'il ne pleut pas ces jours-là, on va gagner des jours d'ensoleillement. Ok, et alors? Et donc, ça nous amène à quoi? Et ça nous amène au parapluie, bien sûr. Tout ça, ça nous amène au parapluie. Le lien Il faut logique. savoir que, oui, les 15 premiers jours du mois de juin, ils flottent toujours. C'est pour ça que nous, la MIFA et le festival d'animation, c'est toujours sous l'eau. C'est connu. C'est bien vrai. C'est traditionnel. C'est pas ce qu'on C'est leur ce qu'on souhaite, hein. appelle la mousson d'Europe. Il pleut, voilà, on ne peut rien y faire. Et pour se protéger, nos ancêtres ont créé un truc fabuleux qui s'appelle le parapluie. Le parapluie, c'est chinois au départ. C'est un empereur qui va le créer au 1er siècle, mais à la fois il s'en sert de parapluie, mais aussi un petit peu d'ombrelle pour se protéger du soleil. Ça n'est que plus tardivement, au tout début du XVIIIe siècle, qu'on va se réapproprier le parapluie. Avant, on se protège avec des grandes capes en vêtements, qui sont des grandes capes longues, qui nous protègent de l'eau. Et puis finalement, on va décréter que le parapluie, c'est quand même plus chic. Et c'est un Français qui s'appelle Jean Marius, qui va qui va bien améliorer l'ombrelle pour en faire un vrai parapluie. Et donc le diffuser. C'est nos voisins auvergnats qui vont devenir parapluitiers, donc créateurs de parapluies, fabricants de parapluies, mais aussi restaurateurs et réparateurs. Aujourd'hui, on n'est pas dans... Enfin, il faut se remettre juste dans le contexte. Maintenant, notre parapluie est cassé, qu'est-ce qu'on fait? On le jette. Mais autrefois, le parapluie est cassé, on le fait réparer. Société de consommation. C'est ça. On est vraiment dans une autre idée. Et donc, les parapluies vont être développés et dispersés partout en France, dans les campagnes de France, grâce aux colporteurs auvergnats. Et on va en trouver, même en Savoie, dans les petits villages reculés, les petites dames, elles sortent leur parapluie quand il pleut. Il y a une chose, en fait, qui est importante de savoir, c'est que le parapluie, en Angleterre, à la même période, donc au 19e siècle, c'est hyper mal vu d'avoir un parapluie parce qu'on a un parapluie quand on ne peut pas se payer un fiacre pour rentrer chez soi. Donc, qui a un parapluie n'a pas de sous. Voilà. Tout simplement. Tout simplement. Ah bah, voilà. Donc ça, c'était l'objet des 15 premiers jours du mois de juin. Okay, l'objet qui va nous servir sur tout le mois de juin, vous avez vu que les jours ont rallongé drastiquement. On a 16 heures d'ensoleillement par jour. Qu'est-ce qu'on fait? On fait la fête. Et on est dehors, et barbecue. Exactement. Et depuis toujours, le mois de juin, c'est un mois qui est hyper festif. On fait les mariages, on fait les baptêmes, on fait des tas de choses. Les fêtes après les foins, bref. On en profite, quoi. Et de quoi on a besoin? De serviettes de table. Est-ce que vous connaissez l'histoire de la serviette de table? Non, mais je suis tout oui. Et c'est hyper intéressant. On la découvre chez les Romains. Et les Romains, en fait, ils s'en servent pour se débarbouiller tout le visage. Et puis, après, au Moyen-Âge, on se rend compte que les gens, quand ils invitent des convives chez eux, on se sert de la nappe pour s'essuyer les mains, les doigts, et parce qu'on mange avec ses doigts, et on s'essuie la bouche aussi. Donc, en fait, on a sur les genoux une nappe qui est maculée de taches. Alors, un peu plus tard, sous Charles VII, au XVe siècle, on va se rendre compte que vraiment c'est trop dégoûtant d'avoir cette nappe dégoûtante sur les genoux. Ouais, il a fallu du temps, je suis d'accord avec vous. C'est vrai, ils n'ont pas été très rapides. Et donc, ils vont décréter qu'il faut absolument une serviette individualisée. Mais alors, ils vont aller tellement loin qu'on va décider d'avoir une serviette quasiment par plat servi. Donc, le maître d'hôtel passe son temps à faire des allers-retours entre la cuisine, la table des maîtres, pour pouvoir changer les serviettes. À la Renaissance,
la Renaissance va nous donner un très beau dicton, un très bon proverbe français qu'on connaît qui s'appelle « ne pas être capable de joindre les deux bouts ». Ben oui, parce qu'on a des énormes collerettes. Et du coup, on va commencer à mettre la serviette autour de soi, justement autour de sa collerette, mais on n'est pas capable, la collerette est tellement imposante qu'on n'est pas capable de joindre les deux bouts de la serviette. Donc on a besoin de quelqu'un pour nous aider à accrocher la serviette dans notre cou. Et puis ça va nous donner un deuxième proverbe qu'on connaît bien tous, ne pas mélanger les torchons et les serviettes. Puisqu'au XVIIIe siècle, eh bien, dans les familles aristocrates, on va broder son nom, on va avoir des serviettes bien plus élégantes, avec des blasons qui sont bien plus douces, qu'on va parfumer avec de l'eau de rose. Bref, c'est vraiment un accessoire décoratif, c'est vraiment un bel objet. Et du coup, eh bien, ceux qui n'ont pas les moyens de se payer une serviette, ils ont un torchon. Donc on ne mélange pas la belle population avec la population plus simple et plus pauvre. Et ça n'est qu'au XIXe siècle eh bien, que les paysans vont avoir leurs propres serviettes, puisque les jeunes filles vont commencer à les mettre dans leur trousseau, elles vont les broder, elles aussi avec leurs initiales. C'est joliment Voilà. fait. Ouais. Et tout ça, ça vous dit quoi? Ça vous dit que quand vous étiez petit, je suis sûre que vous avez déjà regardé dans l'armoire de votre grand-mère et que vous avez découvert des tonnes de linge, de linge, de linge, de linge, de linge. Alors, il faut savoir qu'autrefois, on fait la lessive 2 fois par an. Au mois de juin, juste là, à la fin du mois, après la Saint-Jean, et une fois en septembre. Alors, c'est stratégique. Bon, pendant les mois d'hiver, on ne s'est pas activé, on n'a pas transpiré comme des dingues, mais on avait suffisamment de vêtements. On avait à peu près par foyer, donc foyer, j'entends, on va dire 7-8 personnes, on avait 70 paires de draps qui étaient serrés dans des armoires. Quand même. Oui, quand même. Et puis, on avait eh bien, une quarantaine de jupons, 70 chemises par homme, une quarantaine de pantalons. Bref, pendant tout le temps de l'hiver, on a conservé les vêtements qui n'étaient pas propres avec de la cendre pour que ça ne pourrisse pas. Et maintenant, c'est les grosses corvées des femmes, bien c'est la lessive. Alors la lessive chez nous, elle est dite coulée, c'est-à-dire qu'on a des gros bacs, on va alterner des bacs du linge sale, de la cendre, des rhizomes d'iris qu'on a pris le soin de faire sécher, et puis on va empiler les couches et on va jeter dessus en fait de l'eau bouillante qui va s'infiltrer par couche et qui va décrasser le linge. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, on a besoin impérativement de la repasseuse. Alors, il faut savoir qu'autrefois, même dans certaines familles, dans les familles très peu aisées, on faisait soi-même son repassage, on faisait soi-même sa lessive. On ne faisait pas appel à des lavandières. Mais il existe 2 métiers qu'on a complètement perdus aujourd'hui, qui sont la lavandière et la repasseuse, qu'on faisait venir à la maison. Donc la lavandière, elle lave, elle sèche, et la repasseuse, eh bien, elle repasse. Et quelle plaie de repasser avec les fers d'autrefois. Donc, les collectionneurs de fer, je vous l'ai dit tout à l'heure, sont des pressophiles. Il existe une quantité impressionnante de fer. Alors, du plus classique qu'on connaît tous. Petit, le format de poche. Voilà, le petit format simple qu'on trouve dans tous les vides-greniers. Ça vaut pas un radis, malheureusement, parce qu'en fait, on en a tous. On en a tous trouvé chez nos grands-parents. Après, il existe des fers qui sont plus complexes, qui ont une... Vous savez, aujourd'hui, avec notre centrale vapeur, on clique sur un bouton, on a soie, on a linge délicat, on a gros coton épais, on a tout ce qu'on veut, mais autrefois, on avait un fer Pour tout. soit par textile, soit par rendu. Et ce fer qui, vous voyez, a une semelle qui est légèrement différente de celle des autres. Un peu bombé. Exactement. Eh bien, ce fer, il sert à glacer les cols. Il sert à glacer aussi les cravates. Il sert à rendre le linge complètement brillant et luisant. Alors, par exemple, il existe des fers à repasser pour poser le tissu que vous avez sur les billards. C'est un fer à repasser très particulier avec une espèce de petites vagues, comme des petits boudins, les uns à côté des autres. Voilà, aujourd'hui, on a complètement perdu l'usage de ces fers. Mais il faut savoir qu'au XVIIIe siècle, les fers, ils pèsent le poids d'un âne mort, mais véritablement. Et du coup, dit de faire les bras en arrière. exactement. Et chaque fer a une manière de fonctionner différente. Ceux-ci, on les posait sur la cuisinière. Donc en fait, il y a une vraie inertie, ça récupère la chaleur. Et du coup, comme c'est calorifuge, eh bien après, ça restitue la chaleur sur le linge. Mais il fallait appuyer comme une gueuse, d'où la nécessité d'avoir un fer très lourd. Et puis, on a d'autres fers comme celui-là, dans lesquels eh bien, on peut mettre soit de la braise, soit un petit lingot. Eh bien, on mettait un petit lingot métallique qu'on avait au préalable chauffé
au rouge. Ah oui. Et puis, eh bien, on faisait son linge tranquillement. Mais c'était une vraie épreuve, c'était quelque chose de très très long. Alors ceux qui se plaignent aujourd'hui pour la corvée de repassage, on peut Ah leur... non, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on vivait autrefois. Rien du tout. Merci beaucoup Sophie pour toutes ces explications. Eh bien, avec plaisir. Tu veux la faire en 2 fois pour le retour au cas où? Non, je prends sais l'air que au t'es une mal. femme forte. Merci beaucoup Sophie, Au à revoir, très Manu. bientôt. Et puis j'accueille tout de suite Camille Copin pour Dans mon calepin. Salut Camille, Salut Manu. comment ça va? Ça va et toi? Bah ouais, super, fin de semaine. Ça sent le bon week-end. Bon week-end, plein d'événements dont je vais te parler. Alors justement, je te fais confiance et on va commencer tout de suite avec une intervention de Aix-les-Bains. Tout à fait. Un concept sympa et sportif est organisé ce dimanche 3 juin à Aix-les-Bains. Nous sommes d'ailleurs en liaison avec Hugo Réal, qui est l'organisateur de cet événement. Je ne sais pas s'il m'entend. Hugo, bonjour. Bonjour, je vous entends. J'ai pas l'image, mais je vous entends. Si vous m'entendez, c'est le principal. Donc vous êtes l'organisateur de la Bib Run. Dites-nous, c'est quoi le concept? Alors la Bib Run, c'est une course à pied en poussette, donc qui est vraiment basée sur le fun, prendre du fun en famille. C'est pas une course qui... C'est voilà, c'est une course qu'on pratique avec son enfant pour faire un peu de sport. C'est une boucle d'1,5 km sur l'esplanade du lac, donc au niveau spot, on est quand même pas mal. Et voilà, on a une demi-heure pour faire un maximum de tours sur l'esplanade du lac. Ok, donc en plus de s'amuser, on fait aussi une bonne action puisque pour chaque tour effectué, 1 € est reversé à une association caritative. C'est quelles associations qui seront aidées pour cette édition? Oui, exactement. Chaque tour, on va reverser 1 €. C'est l'association Un Petit Plus, donc, qui travaille en collaboration avec le service maternité de l'hôpital de Savoie Métropole, donc qui veille au bien-être des mamans et des enfants, notamment. Parce que je ne sais pas si vous savez, mais l'hôpital, en fait, quand il y a des bébés couveuses, c'est l'hôpital de Chambéry. En référence, donc voilà, l'association vient en lien avec ça. Et le but de cette opération, c'est notamment de financer des coussins d'allaitement pour les mamans qui sont en salle d'accouchement. D'accord. En plus de la course, du coup, qui sera le grand temps fort tout au long de la journée, on peut aussi retrouver des activités réflexologie, balade à poney ou encore atelier customisation de poussettes. On peut dire que c'est un événement placé sous le signe du bien-être. Ouais, complètement. Sur le bien-être et la famille surtout, on a vraiment à cœur de créer un événement qui réponde aux besoins de la famille, que ce soit pour les enfants, les parents, les enfants en bas âge, les enfants un peu plus grands. Donc notre équipe a bien bossé sur la partie animation pour que tout le monde trouve son compte et passe une bonne journée autour de la course. Et en plus de ça, on a des partenaires qui nous ont suivis et qui seront présents ce jour-là pour parler un petit peu de leurs produits et aussi montrer également leur soutien aux initiatives locales. J'imagine qu'il y a déjà pas mal d'inscrits. J'ai vu qu'on pouvait s'inscrire donc en ligne par sas de départ pour 5 €. Est-ce qu'on pourra aussi s'inscrire sur place si on tombe un peu par hasard sur l'événement? Oui, tout à fait. En fait, l'idée, c'était de vraiment s'inscrire en ligne pour que nous, on a vraiment des cadeaux à remettre aux participants. Donc, on a des welcome bags. Okay. Donc, pour question de commande, etc., c'était plus simple d'avoir les inscriptions en ligne. Après, voilà, il y aura bien sûr la possibilité de s'inscrire le jour même. D'ailleurs, on attend beaucoup d'inscriptions le jour même. Si jamais voilà, vous voyez le message, ce serait bien de vous inscrire préalablement en ligne. Comme ça, vous pourrez avoir un petit t-shirt en plus qui est assez sympa qu'on a reçu aujourd'hui. Oui, puis c'est toujours plus sympa pour l'organisation, vu qu'il y a des heures de départ bien définies. C'est toujours chouette. Eh ben, merci beaucoup, Hugo, d'avoir pris un petit peu de temps pour nous. Et puis, du coup, on vous dit bon courage pour dimanche. Ouais, merci à vous. Et puis, on espère vous voir nombreux sur l'esplanade du lac et passer un bon moment avec nous. Super. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Ça te donnerait presque envie d'avoir un poupon, hein? Ah bah franchement, ouais. Pour courir là derrière ma poussette à fond. Peut-être dans quelques années. Je sais que tu vas juste pour les balades en poney. J'avoue. Bon, on change de lac, mais on reste au bord de l'eau avec un autre événement à Sevrier, celui-ci. Oui, avec la fête du nautisme. Donc la plage de Sévrier accueillera tout au long du week-end des curieux et passionnés de sport nautique. Samedi 2 juin, donc ce sera cette fête du nautisme de 10 h à 18 h, avec au programme des initiations gratuites en canoë-kayak, voile, paddle ou encore
plongée. Il y aura également des parcours interactifs pour découvrir le lac, comprendre l'impact de l'homme et sensibiliser pour protéger les milieux naturels sensibles, des démonstrations de modélisme, mais aussi des projections cinématographiques sur le thème du lac. Bref, plein de jolies choses à découvrir ce samedi. Et j'en profite puisque le dimanche 3 juin, donc le lendemain, ce sera le tout premier festival de Dragon Boat de l'année, toujours à Sévrier. Au programme des courses de 1500 mètres le matin et des sprints de 200 mètres l'après-midi. Vous pouvez vous inscrire sur le lien qui va s'afficher en bas de votre écran. Comptez 28 € par adulte et 16 € pour les étudiants et les moins de 18 ans. Donc 2 jolis événements sur les bords du lac de Sévrier ce week-end. Question piège, il faut être combien dans un Dragon Boat? 8 au minimum. plus. Ouais, 8, hein. quelque chose Je crois comme que ça. 8, Non, hein. bien vu, non, j'essaie de te mettre dans l'embarras, et un jour j'y arriverai. On part sur un autre lac encore et un autre événement, et celui-ci est prometteur. Oui, après la jolie vue sur le lac, on prend de la hauteur pour découvrir la toute première édition d'un joli festival à Publier en Haute-Savoie. À l'origine du Festidrone, c'est une association qui a pour but de faire découvrir l'univers du drone et des nouvelles technologies au grand public autour d'une expérience communautaire. Ce dimanche 3 juin, les festivaliers pourront assister à des courses de drones épiques avec différents parcours et démonstrations. Les courses seront commentées par les commentateurs officiels de la Drone Race Cup et retransmises sur 2 écrans géants, ce qui permettra du coup de ne rien rater de la course et profiter d'une vue embarquée à bord des drones. Il y aura également des shows freestyle. Manu, j'ai regardé une petite vidéo, ça tourne dans tous les sens, il faut quand même vraiment avoir le cœur bien accroché. En tout cas, c'est impressionnant, figures, obstacles tout au long de la journée. Vous pourrez profiter de l'ambiance également avec des concerts de 10h à 22h. Côté billetterie, vous pouvez acheter vos billets en pré-vente sur le lien qui va s'afficher en bas de votre écran pour 15 € ou directement sur place. C'est un vrai joli festival, c'est une première édition, ça semble déjà bien rodé, donc bravo à l'équipe. J'ai hâte de voir quelques images. On rechange de lac, on revient sur le lac d'Annecy et un événement d'une exposition un peu particulière du côté de Saint-Joriot. Oui, samedi et dimanche, 27 artistes exposeront chez des particuliers de Saint-Joriot, des rencontres artistiques éphémères dans des lieux privés qui sont du coup devenus publics pour l'événement. La rencontre ne reste pas qu'entre l'artiste et le public, l'idée c'est vraiment de faire découvrir artistes et rencontrer également public et public. Pour connaître le parcours, rendez-vous au point d'accueil Esplanade, route de l'église de 11h à 18h le samedi et de 11h à 16h30 le dimanche. C'est une exposition itinérante et gratuite tout public, donc on n'hésite pas à y faire un tour. Ça permet aussi de visiter des maisons, c'est sympa. Toutes les infos sont à retrouver sur lesapartés.fr. Merci beaucoup Camille. On revient sur le lac des Léman, encore une fois, t'as bien aimé les... Ah ouais, j'aime bien switcher pour voir si tu suis. Non, mais je suis au taquet. Pour un festival un peu particulier d'un nouveau genre. Oui, ce week-end aura lieu le premier festival du film sportif donc à Évian-les-Bains. Une jolie aventure et une rencontre entre le projectionniste de la salle d'Évian et le président du comité départemental de roller sport de Haute-Savoie, qui a donné du coup naissance à cette première édition. L'idée est clairement de redonner vie à des petites salles grâce à des thèmes sur un temps donné. Une jolie initiative qui aura donc lieu samedi et dimanche au cinéma Le Royal d'Évian-les-Bains. Au programme 5 films, dont Les Reines de la Crime, Les Seigneurs de Dogtown ou encore Derrière le mur, La Californie. Au niveau des tarifs, comptez 8 € pour un adulte et 4,50 € pour les moins de 14 ans. Voilà, c'était une jolie initiative que je voulais souligner. Bon, si on veut rester en ville, si on veut rester du côté de Chambéry notamment, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben, on va au Fire Festival. C'est une première édition, encore une fois, du côté de Chambéry. Depuis aujourd'hui jusqu'au dimanche, on rallume les étoiles avec le Fire Festival. Pendant 3 jours, concerts, ateliers, spectacles et autres animations diverses se succéderont au parc de Buisson-Rond. Samedi et dimanche, entre autres, vous pourrez participer à un café voyageur, flâner dans le marché des créateurs, fabriquer des objets volants, assister à une conférence sur la permaculture, participer à un trivial poursuite géant, ça j'adore, et assister à de nombreux spectacles d'acrobatie et de magie. Un gros et beau programme pour tisser des liens ensemble. Le festival est gratuit, ouvert à tout le monde, jusque minuit aujourd'hui, de 9h à 23h30 demain et de 10h à 18h dimanche. Donc voilà, c'est un très bon festival, je pense, à aller voir. Et un petit dernier pour la route, très succinctement, parce qu'on me dit qu'on est un petit peu à la bourre, comme chaque vendredi. Et bien, j'en parlerai quand même. Donc, tout le monde, ou presque, connaît la plateforme Etsy. J'imagine que tu connais, Manu. Tout à fait. Ça a été créé en 2005, entièrement dédié aux créateurs et aux dénicheurs d'objets vintage. Demain, samedi 2 juin, vous pourrez ainsi retrouver les créateurs locaux d'Annecy à des ateliers 1 avenue de Cran à Annecy. Mobilier, guirlandes, bijoux, vêtements, papeterie personnalisable, etc. seront en tout cas retrouvés de 10h à 19h. Une jolie opportunité pour aussi échanger avec ces créateurs qu'on ne retrouve finalement que derrière l'écran en temps normal. Et dans le même esprit, et toujours sur Annecy, samedi et dimanche, vous pouvez vous rendre au Printemps des créateurs au Haras d'Annecy. Défilé de mode pour présenter les collections actuelles, marché de créateurs locaux et internationaux, un espace food truck. On peut s'initier à la déco do it yourself avec des ateliers macramé, bijoux ou encore cosmétiques naturels. Tout ça, c'est possible au Printemps des créateurs ce week-end. Alors plutôt 2 fois qu'une, on fait les deux.
Ah bah super, vous n'avez plus aucune excuse si vous ne savez pas quoi faire ce week-end. Merci beaucoup Camille, cette émission est déjà terminée. Tout de suite, c'est le JT présenté par Kimber Latrivieux. N'hésitez pas à revoir cette émission sur nos réseaux sociaux ou sur notre replay. Donc faites-vous plaisir. Puis nous, on se retrouve très vite, vraisemblablement lundi pour un nouveau numéro. À bientôt sur 8 Mont Blanc.